ces langues artificielles naturalistes, c'est l'Interlingua de Yala, qui a été publié en 1950 par Alexandre Godet. C'est vraiment l'exemple le plus célèbre de ces langues artificielles internationales d'obédience naturaliste. J'aurais d'autres exemples à vous donner au sujet de ces discussions autour de schématisme et naturalisme. Et je vous propose juste, on va pas lire parce que j'ai pas traduit, mais il existe un texte du début de 1935 où Otto Jespersen et Edgar Dewaal discutent par écrit sur leurs différentes conceptions théoriques de construction de langue internationale. Ils s'affirment tous deux des partisans de l'école naturaliste en interlinguistique, et ils vont chacun leur tour présenter leur système, leur choix théorique, et aussi reprocher au Volapük ou à l'espéranto certains aspects trop secs d'une certaine manière, trop artificiels, trop arbitraires, qui rend ces langues, on peut regarder juste le dernier exemple, comme des choses monstrueuses et répugnantes, totalement déconnectées de la vie et des besoins des locuteurs. Rapidement, je dis encore une chose à partir de deux exemples tirés des langues artificielles, c'est l'idée: est-ce qu'on a vraiment besoin d'une langue internationale artificielle simple, ou si au contraire on n'aurait pas besoin quand même d'un petit peu de complexité dans un système linguistique? Je prends rapidement deux exemples. Le premier, c'est l'exemple de l'espéranto et de son évolution. Dans la première grammaire de l'espéranto, Zamenhof avait présenté le système verbal de l'espéranto en disant qu'il était extrêmement simple. On a un temps présent, un temps passé, un temps futur. Et son idée, c'était vraiment d'utiliser simplement ces trois temps à disposition pour dire les choses le plus simplement possible. À côté de ça, Zamenhof avait aussi doté l'espéranto de toute une série de participes. Participes actifs, participes passifs, qui étaient à la fois passé, présent, futur. Donc farinta, faranta, faranta, qui fera, qui fait et qui a fait. Et la même chose au passif avec farita ayant été fait, étant fait, et qui sera fait au futur. Et au fur et à mesure de l'utilisation de l'espéranto, on a vu les locuteurs doter le système verbal de l'espéranto de toute une série de temps composés, comme si les temps de base que Zamenhof avait proposés n'étaient pas suffisants pour pouvoir utiliser concrètement, complètement la langue qu'il avait proposée. Et dernier exemple que je vais vous donner, on revient un petit moment aux langues elfiques de Tolkien. Une recherche en 2007 a montré quelque chose de très intéressant. On a dit tout à l'heure que les langues elfiques de Tolkien étaient extrêmement compliquées, extrêmement complexes. Peut-être Didier, tu ferais une différence. Et étant donné que ce sont des langues qui ont beaucoup qui sont très célèbres, notamment parmi les auteurs de jeux de rôle réels, il existe des grammaires simplifiées des langues elfiques où, pour que les joueurs de jeux de rôle réels puissent l'utiliser et la parler lors de leur jeu. Et cette étude de 2007 montre quelque chose de très intéressant, c'est que cette grammaire simplifiée de l'elfique n'est pas suffisante pour la majorité de ses utilisateurs, et on a vu ces utilisateurs d'une certaine manière complexifier la grammaire simplifiée de l'elfique, notamment en lui ajoutant toute une série de participes, comme si cette grammaire simplifiée ne suffisait pas pour le rôle qu'on lui avait assigné, c'est-à-dire d'être utilisé dans des jeux de rôle de grandeur nature. Oui, alors peut-être pour conclure, avant de prendre peut-être quelques questions, donc ce panel est là pour interroger l'équation langue artificielle égale langue simple, pour se demander si c'est toujours le cas et si on peut vraiment faire cette équation. Se demander aussi, à partir des exemples que j'ai présentés autour de l'école naturaliste, si des notions comme artificialité, régularité, simplicité ne signifieraient pas aussi d'une certaine manière assèchement et, entre guillemets, avec plein de guillemets, mort, ou bien langue totalement déconnectée de la réalité.
Et une dernière chose par rapport à ce que je viens de dire, se demander aussi si une trop grande simplicité est compatible avec les besoins, avec nos besoins et avec la pensée humaine en général. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez quelques questions, on a 5 minutes à disposition. Il n'y a peut-être pas besoin du micro, hein. Pas besoin du micro, je pense. Hein. Si. Bon, merci. Bon, sinon je peux m'en passer. Hein. Voilà, surtout compte tenu de la simplicité et de la brièveté de ma question. Je me demandais simplement en écoutant la présentation de Jacqueline Léon, que j'ai trouvé très intéressante, et je précise que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je me demandais où on pourrait placer, s'il y a lieu ou pas, des langues parlées lors de phénomènes de glossolalie, ou des langues mystiques, ou la lingua ignota de Sainte-Hildegarde de Bingen, par exemple, qui sont des langues imaginaires, enfin, ou pas, mais pas non plus des langues fictionnelles construites pour des films ou pour des livres. Enfin, est-ce qu'elles auraient la place dans cette réflexion, ces langues mystiques, ou pas, et quelle place? À mon avis, je n'ai pas réfléchi vraiment à la question, mais pour ce que je connais de ces langues, d'abord elles sont issues d'un individu, la plupart du temps, donc il n'y a pas de volonté de construction. Les langues artificielles qu'on a évoquées, même les langues a priori, surtout les langues a priori, les langues a posteriori, sont toutes issues d'une volonté politique d'un individu, d'un groupe, hein, pour que ça permette de communiquer, soit entre machines, mais aussi, surtout, entre humains. Donc là, je crois que c'est la communication avec Dieu, effectivement, on pourrait dire, mais cela dit, c'est un individu qui est une forme de... Alors ça prend une forme de langue, mais c'est pas du tout dans le même... Disons, voilà, je ne vois pas beaucoup de traits communs, sinon que, effectivement, c'est des langues qui n'existent pas en tant que langue naturelle. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de travaux sur la question, mais je n'ai jamais vu ça associé à la notion de langue artificielle, enfin, ou des différents termes qu'on a trouvés, mais bon, peut-être que vous avez... Alors, juste pour revenir sur la langue de Hildegard de Bingen, elle est généralement intégrée dans les recueils et les listes de langues artificielles. Ah bon. Donc, on la considère comme une des premières manifestations de ce phénomène de construction de langue, sa langue créée pour parler à Dieu. Comme quoi, oui. Les définitions sont floues. Et les frontières aussi. Moi, je ne la mettrais pas dans les langues artificielles pour des raisons. Mais... oui, j'ai une question. Pas besoin du micro. Alors, est-ce que des linguistes chinois ou japonais ont participé à la discussion? Parce que, évidemment, les espéranto et les autres langues qu'on a présentées ici se sont basées sur les langues romanes. Alors, quelle est la position des savants chinois et japonais, par exemple, à propos de ces problèmes? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il est clair que quand vous prenez n'importe quel dictionnaire, liste des langues artificielles, ça commence à l'Antiquité et ça se termine maintenant, notamment avec l'émergence d'Internet, on constate que pratiquement 9 langues sur 10 sont issues d'une tradition européenne.
Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à se demander pourquoi. Est-ce qu'on peut simplement dire qu'on est dans une tradition judéo-chrétienne marquée par cette tragédie de Babel? Est-ce qu'on est tous inconsciemment dans cette recherche d'une espèce de moment idéal où on parlait tous la même langue? Mais en tout cas, c'est une question extrêmement intéressante à mon avis à se poser. Est-ce que c'est quelque chose qui ne concernerait pas uniquement le monde européen? Oui, dans le même ordre d'idée, une des choses que Sylvain Roux rappelait quand même, c'est que, bien sûr, il y a des traditions grammaticales chinoises, japonaises, arabes, etc. Mais il y a une particularité au XVIe siècle, c'est qui se met à grammatiser toutes les langues. Éventuellement, on décrit les langues avant de tuer les gens, c'est le cas pour le nawak. C'est bien la tradition européenne. Donc il y a bien un rapport au multilinguisme qui me semble spécifique. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait, qui me semble un peu quand même spécifique de la tradition européenne. Lorsqu'on est chinois, on réfléchit sur les variantes du chinois et sur la façon de sémantiser les caractères. Lorsqu'on est grec, tout ce qui n'est pas grec, c'est barbare, c'est-à-dire qui criait comme un oiseau, étymologiquement. Donc il y a quand même ce rapport à la polyglossie qui est un peu différent et qui était baptisé comme tel en Europe. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais je ne peux pas répondre plus à votre question précise, je ne crois pas que ce soit le cas dans les autres traditions. Oui, en réaction à l'exposé que j'ai beaucoup aimé de Didier Samin, il me semble qu'il y a un type de complexité qui n'a pas été abordé du tout. Ça serait la complexité dans les options qu'on peut avoir pour exprimer un certain contenu. Et je pense à ça en rapport avec ce que Yvonne a appelé la société des intimes d'un côté et la société des étrangers de l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans une société des intimes, les rapports entre les personnes font qu'on peut accepter une complexité beaucoup plus grande sur certains points. Je prends l'exemple d'une grammaire que j'avais étudiée de l'islandais. En islandais, on a plus de 60 paradigmes de déclinaison. Bon. Il est bien évident que quand on est dans les langues scandinaves continentales, ce nombre c'est extrêmement réduit. C'est impossible de maintenir 60 paradigmes nominaux dès qu'il y a des étrangers qui interviennent dans la chose. Même chose avec ce qui a été observé pour les systèmes de référence spatiale ou de référence personnelle. On peut avoir des références spatiales à 3, 4, 5 degrés, devant, derrière, à gauche, à droite, qui n'est plus possible quand il y a des étrangers. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un certain type de complexité à intégrer, c'est-à-dire quelle est la proportion d'étrangers qui interviennent dans la communauté. Oui, absolument. Enfin, que ce soit dans ma présentation à l'instant et dans celle que je ferai tout à l'heure, j'ai volontairement sauté un certain nombre d'éléments. Ce que tu évoques est effectivement quelque chose de très important. En fait, il y a bien sûr le paramètre à qui je parle, dans quel cercle, est-ce que je suis dans les intimes, dans les étrangers. Deuxièmement, il y a un autre facteur qui est sous-évalué. Lorsqu'on fait une grammaire simplifiée, pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que c'est plus simple de parler avec 3 déclinaisons qu'avec 35. Bon. C'est une vue de l'esprit. C'est peut-être vrai lorsqu'on enseigne, lorsqu'on apprend une langue comme langue seconde via une langue grammatisée, via des grammaires et des outils, mais rien ne dit que ce soit le cas pour des locuteurs natifs. Donc là, il y a un présupposé qui me semble extrêmement contestable, parce qu'on confond encore une fois ce que j'appelle parfois une grammaire interne et une grammaire externe. La grammaire externe, c'est celle qui est faite et qui existe dans les matériaux. Et là, on passe par la réduction. Lorsque vous apprenez votre langue maternelle, il y a des tas de langues dites primitives qui sont d'une complexité inouïe. Il n'y a pas de grammaire, elles ne sont pas écrites. Ça ne pose pas de problème aux gens. Donc là, il y a aussi ce problème-là, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Je voudrais ajouter quelque chose concernant les projets des langues artificielles en Asie ou bien dans d'autres pays. Il y en a. Il y aura une courte communication dans la revue Langue, Communication, Information
d'un projet interlinguistique chinois. Et tout simplement, nous ne les connaissons pas assez. Et puis, il faut dire quand nous parlons des langues internationales, non seulement artificielles, mais des langues internationales naturelles, ce sont surtout des langues européennes, parce que ça doit une raison politique, historique, puisque à cause de la colonialisation, etc., ce sont des langues européennes qui se sont répandues dans le monde. Alors, quand on parle des langues internationales pour le moment, c'est plutôt l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, etc. Moins le chinois, qui a quand même beaucoup plus d'interlocuteurs que les langues européennes. Et quand on parle aussi des créoles, on parle des créoles et de l'anglais, du français, de l'espagnol. Alors ce sont un point de vue européen qui s'est formé au cours de l'histoire. Mais on doit faire beaucoup plus d'enquêtes, de recherches, puisqu'il y en a des projets en Asie aussi. Merci. Merci de votre intervention. Je crois qu'il nous faut poursuivre.